Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit Société Politique Afrique des Grands Lacs. Collection dirigée par Jean-François Boudet. Limitée à un espace géographique donné, la collection Droit Société Politique Afrique des Grands Lacs accueille des ouvrages scientifiques et professionnels de qualité, écrits autant par des juristes que des économistes, des historiens, des politistes, des philosophes ou des sociologues, contribuant à la publication et à la diffusion d'ouvrages ainsi que des outils pédagogiques au service du droit et de la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Déjà paru. Justine Adrika au MUNDUA. Lecture de la Bible et engagement politique en République démocratique du Congo, 2020. Justine Adrika au MUNDUA. Léopold II, la Belgique, le Congo et les Congolais. Réflexion philosophique et théologique sur l'étatisation du bassin du fleuve Congo, 2020. Justine Adrika au MUNDUA. Plaidoyer pour une République démocratique du Congo échangeur d'Afrique et du monde, 2019. Justine Adrika au MUNDUA. Le peuple congolais et la démocratie, 2019. Justine Adrika au MUNDUA. Une nouvelle théologie pour la République démocratique du Congo et le tiers-monde, 2019. Justine Adrika au MUNDUA. La République démocratique du Congo, prodigue ou prodige. Essai d'une philosophie politique et d'une théologie pour le Congo, 2019. Astou Fall. Le traitement juridictionnel du crime de génocide et des crimes contre l'humanité commis au Rwanda, 2017. PHABIMANA. Tax Law and Public Finance in Rwanda, 2015. Éric David, Génocide au Rwanda, les enquêtes officielles menées en Belgique, en France, à l'ONU et à l'OIA, 2015. PREFACE. Le génocide est aussi vieux que l'humanité, remarquait Jean-Paul Sartre dans son Génocide, and the Summary of the Evidence and the Judgment of the International War Crime Tribunal. Il est néanmoins l'un des crimes restés impunis depuis des siècles. Le fait du génocide a en fait, souvent été une politique de l'État où ce crime est commis. De surcroît, les poursuites deviennent l'exception même quand les suspects ne bénéficient d'aucune immunité. La réalité du génocide a prouvé qu'il est longtemps resté incohérent de confier aux États la prévention ou la répression des violations ou des abus des droits humains. En effet, nombreux sont les régimes génocidaires qui sont restés au pouvoir et ont par la suite jugé les poursuites judiciaires inopportunes ou les ont étouffées dans l'œuf. D'autres États se sont retranchés derrière les principes de souveraineté et de réciprocité. En conséquence, ils se sont gardés de poursuivre les suspects du génocide en prétextant l'ingérence dans les affaires internes d'autres États. C'est ce complot de silence qui a conduit Adolf Hitler, en 1939, peu avant l'invasion de la Pologne, à vanter à ses généraux les mérites de Gengis Khan, l'empereur mongol qui avait impunément tué des millions de personnes mais dont l'histoire se rappelait comme un grand homme d'État et ensuite à leur lancer cette phrase. Qui, après tout, parle aujourd'hui des Arméniens ? Faisant référence au génocide impuni dont ils avaient été victimes au début du XXe siècle. L'inertie des systèmes juridiques internes où le génocide a été perpétré n'a pas mené les États tiers à intervenir. Le principe de la compétence universelle a en effet été dilué par le souci de la protection, de la souveraineté des États. Weiken Dadrayan rappelle que lors de l'Holocauste, Hitler avait été particulièrement impressionné par l'impunité garantie aux auteurs du génocide arménien. Or, rien n'entête le criminel comme le fait de savoir qu'il échappera aux poursuites. C'est le message qu'avait en fait véhiculé l'absence de poursuites pour les nazis. Dans son article Prosecuting Crime Against Humanity, The Lessons of World War I, David Mata avertissait que l'humanité ignorerait cette leçon au prix de son propre péril. L'idée de solution finale est une résultante du fait que les nazis avaient compris que personne ne voulait des Juifs et que, par conséquent, personne ne leur ferait le reproche de les avoir éliminés, rappelle Marek Alter dans Histoire du peuple juif. C'est le développement des droits humains depuis la fin de la Première Guerre mondiale qui a changé la donne. Un système quasi complet de protection des libertés individuelles s'est progressivement mis en place. Les poursuites judiciaires contre les nazis ont par exemple confirmé le principe de la responsabilité individuelle pour violation de droit international,
et ont jeté les prémices du droit international pénal. L'une des observations majeures formulées contre le procès de Nuremberg est qu'il n'a pas assouvi la soif des victimes de l'Holocauste d'une justice complète. Les poursuites n'avaient été engagées que contre 24 personnes. 3 furent acquittées, une se suicida en cours du procès et l'autre fut jugée mentalement incapable. Au final, le tribunal ne condamna que 19 personnes pour un crime inimaginable qui avait emporté de la manière la plus atroce et sauvage plus de 6 millions de vies. L'impunité pour le crime de génocide continua même après l'adoption de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En fait, jusqu'aux années 1990, cette convention n'avait réussi ni à prévenir ni à réprimer le crime de génocide. Dans Why Do People Commit Genocide and What Can We Do to Stop It? Gregory Stanton la qualifie d'un instrument né édenté et accuse les juristes d'avoir empêché la croissance de ses dents de lait. C'est pour cela qu'entre la Shoah qui a choqué la conscience de l'humanité, les génocides de l'ex-Yougoslavie et celui contre les Tutsis au Rwanda, qui ont propulsé la mise en place des tribunaux pénaux internationaux, se situent d'autres génocides qui sont restés méconnus ou peu connus et surtout impunis. Au Rwanda, le régime génocidaire savait que jusque dans les années 1990, aucun génocide n'avait jamais à proprement parler été puni. Bien que le tribunal pénal international pour le Rwanda ait jugé que le procureur n'avait pas prouvé au-delà du doute raisonnable la déclaration du colonel Théoneste Bagosora relative à la préparation de l'Apocalypse, il a quand même conclu que l'extrême sauvagerie et cruauté des actes qu'il a perpétrés étaient dignes d'une apocalypse bien préparée. Au lendemain du génocide contre les Tutsis, la priorité fut d'éradiquer des décennies d'impunité. Le Rwanda comme la communauté internationale optèrent pour répondre à la discrimination, la haine et la violence par la justice. Le tribunal pénal international pour le Rwanda fut établi par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en novembre 1994. La communauté internationale lança ainsi un message que l'impunité pour les suspects du génocide était révolue. Néanmoins, comme à Nuremberg, le TPIR n'offrira qu'une justice limitée. Durant environ 19 ans d'existence, il ne tranchera que 75 affaires impliquant les personnes qui occupaient les plus hautes fonctions politiques, civiles, administratives ou militaires avant le génocide. La vaste majorité d'autres suspects devraient donc être poursuivis devant les juridictions nationales. Les efforts du Rwanda de vider le contentieux du génocide afin de se concentrer pleinement au développement socio-économique se sont butés aux réalités du temps, de l'histoire et de la géopolitique. Dès 1996, le Rwanda s'est investi à rendre justice aux victimes du génocide tout en évitant une approche purement rétributive. Le souci majeur était d'établir la responsabilité des auteurs du génocide et créer un climat favorable à la réconciliation nationale. Ce dernier élément est en principe méconnu du système juridique inspiré de l'Occident. C'est pour cela que depuis les années 2000, les juridictions Gacaca prirent la relève. Le 18 juin 2012, lors de la clôture de ces juridictions, elles avaient tranché 1 958 634 affaires, 1 958 634. Aujourd'hui, le nombre de dossiers du génocide poursuivis devant les juridictions internes a sensiblement diminué. La Haute Cour en compte 15 affaires. La Cour d'appel, qui est la dernière juridiction en appel sur le contentieux du génocide, n'a que 23 dossiers dont 13 ont été clôturés cette année. Néanmoins, 26 ans après le génocide contre les Tutsis, le droit international pénal n'est plus ce qu'il était. Des nouveaux développements législatifs et jurisprudentiels, des ajustements doctrinaux et des nouvelles stratégies de plaidoirie de la part du procureur et de la défense rendent plus ardue la tâche du juge. La Cour a par exemple consacré une année des audiences pour clôturer l'appel de Léon Mugesera, déporté du Canada, afin d'être jugé pour incitation au génocide par les juridictions rwandaises. Le dossier de Jean Uwinkindi, transféré par le tribunal pénal international au Rwanda, a pris 10 mois d'audience et 5 mois de délibéré. L'évaluation objective du travail accompli par le système judiciaire rwandais permettra de savoir s'il y a eu force de la justice, force sans justice ou justice sans force.
C'est ce à quoi répond d'une manière objective le prélude de ce livre, La justice française et génocide des Tutsis au Rwanda. Le professeur Jean-François Boudet, l'éditeur de ce traité sur les poursuites judiciaires du génocide contre les Tutsis, a encouragé les auteurs à adopter une approche objective qui s'écarte des généralisations qui ont souvent conduit aux conclusions erronées. L'ouvrage, bien que s'intéressant au cas français, se présente comme une autopsie de plusieurs systèmes judiciaires en matière du génocide contre les Tutsis. La France a en effet pris son temps dans la poursuite de crimes au détriment des intérêts des victimes et de l'humanité. Elle peut ainsi s'inspirer du travail accompli au Rwanda, en Belgique, au Canada ou par les tribunaux pénaux internationaux. Il faudrait noter que la diminution des dossiers du génocide devant les juridictions rwandaises ne signifie pas que le contentieux du génocide contre les Tutsis tire à sa fin. Le parquet général du Rwanda indique qu'il a lancé 1145 demandes d'extradition des suspects de génocide qui sont toujours en cavale. La France en a reçu 48, la Belgique 40, les États-Unis d'Amérique 23, les Pays-Bas 18, le Canada 14 et le Royaume-Uni 5. Les autres demandes ont été envoyées dans différents pays africains. À ce jour, il n'y a eu que 24 suspects extradés au Rwanda, alors qu'il y a eu 23 poursuites devant les juridictions nationales étrangères. C'est d'abord ici que se situe la pertinence de ce livre. Depuis des décennies, les relations entre la France et l'Afrique et surtout avec le Rwanda ont une forme de dents de scie. African Rights affirme que le gouvernement français, soucieux de défendre son prestige au Rwanda, a fermé les yeux sur le génocide qu'avait initié le gouvernement intérimaire. Il est militairement intervenu à ses côtés. Il a donné un forum aux concepteurs du génocide pour faire son apologie, mais il a aussi offert des visas aux extrémistes Hutus. 26 ans après le génocide contre les Tutsis, le Rwanda attend toujours que le rôle présumé de la France dans ce génocide soit clarifié. Il attend aussi que les présumés génocidaires sur son territoire soient extradés, soit jugés. Ces questions ont été abordées sous le sous-thème d'études générales et études particulières. Les auteurs analysent d'une manière pertinente et sans état d'âme la confrontation entre la politique et le souci de rendre justice. Ils évaluent si le mot génocide contre les Tutsis laisse échapper l'histoire qu'il porte, ou si, en France, il dilue la notion historique qu'il ambitionne de définir. Les poursuites des suspects du génocide en France confirment la thèse selon laquelle le droit est le seul instrument efficace qui puisse permettre d'établir les responsabilités et de prévenir le génocide. Néanmoins, les juridictions nationales divergent parfois dans l'interprétation du droit international pénal. Alors qu'au Rwanda, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont considérés comme faisant partie de la coutume internationale, dans l'affaire Claude Moyimana, la Cour de cassation française a jugé que la demande d'extradition introduite par le Rwanda en 2013 n'était pas fondée car il est reproché au suspect des faits qualifiés de crimes contre l'humanité et de génocide commis entre avril et juillet 1994, et incriminé par une législation ex post facto. La Cour a estimé aussi que lors de l'introduction de la demande d'extradition, les crimes de meurtre et extermination, formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle commune dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens dans le cadre du génocide contre les Tutsis étaient prescrits. Il se pose ainsi la question de la nature même des instruments législatifs nationaux ou internationaux sur les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ces instruments sont-ils créateurs des crimes internationaux, ou sont-ils déclaratifs des incriminations qui existaient en vertu de la coutume internationale ? Il s'avère que la France est aujourd'hui confrontée à la contradiction entre le positivisme juridique et le réalisme politique. La Belgique fut le premier pays à activer la compétence universelle pour le crime de génocide. La Belgique avait aussi perdu 10 de ses soldats au Rwanda. Aussitôt qu'elle initia les poursuites judiciaires sur la base de la compétence universelle, les publicistes commencèrent à demander si l'article VI de la Convention de génocide autorisait la poursuite du génocide devant les juridictions nationales d'un État tiers. L'interprétation salutaire de cette disposition viendra de Madrid où dans l'affaire Augusto Pinochet, la Cour affirma qu'en dehors de la compétence territoriale et la compétence de la Cour pénale internationale, inexistante à l'époque,
la disposition avait prévu une compétence universelle subsidiaire. Néanmoins, l'élan belge à exercer la compétence universelle sera progressivement réduit d'abord par la Cour internationale de justice, qui, dans l'affaire Abdoulaye Yerodia Ndombossi, alors ministre des Affaires étrangères accusé d'incitation au génocide contre les Tutsis en République démocratique du Congo, jugea que les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères jouissaient des immunités de poursuite devant les juridictions civiles et pénales des États étrangers. L'engouement des activistes des droits de l'homme qui avaient introduit plusieurs actions en justice pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide contre différentes personnalités étrangères, obligera la Belgique à faire à la réelle politique et à réviser ses ambitions en matière de compétences universelles. Néanmoins, l'initiative belge a inspiré plusieurs autres pays occidentaux y compris le Canada, la Finlande, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour n'en citer que peu, à initier des poursuites judiciaires contre les suspects du génocide contre les Tutsis. Dans cet ouvrage, les auteurs reviennent sur ce parcours judiciaire, les efforts des États et des victimes en luttant contre l'impunité afin de prévenir l'inévitable péril humanitaire que prédisait David Matta en cas de conspiration de silence. Justice française et génocide des Tutsis au Rwanda n'est pas un ouvrage didactique mais plutôt pédagogique. Il enseigne aux générations actuelles les extrêmes humains d'il y a 26 ans, les efforts des individus et des institutions à maintenir la balance de Thémis afin d'avoir un lendemain meilleur pour l'humanité entière. Le livre rappelle aussi les limites des mécanismes existants pour qu'ils nous servent de leçon, afin de revisiter nos attitudes, nos méthodes et nos objectifs face aux risques que court l'humanité. Comme le disait Gregory Stanton, nous naissons dans des millions de sociétés, nous parlons des milliers de langues, nous appartenons à plusieurs nations, nous pratiquons différentes religions et croyances et nous avons des couleurs de peau ou d'apparence variées. Tout ceci crée l'illusion que nous sommes différents, mais en réalité Dieu n'a créé qu'une seule race, la race humaine. Le génocide est donc une menace contre l'humanité entière, le prévenir et le réprimer est notre devoir à tous. Dr Aimé Muyobok Karimunda, président de la Cour d'appel du Rwanda. CONTRIBUTRICES et contributeur. Julie Bardèche est une avocate française. Après avoir exercé 2 ans en droit pénal, droit des étrangers et droit international dans un cabinet parisien, elle a travaillé en tant que conseillère juridique auprès du juge d'instruction international des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pendant 5 ans. Elle est actuellement conseillère juridique à REDRESS. Elle est titulaire d'un LLM de la SOAS, Londres, en droit humain, conflit et justice, et d'un Master 2 de droit international public de l'Université Paris II, Panthéon-Assas. Héloïse Beauvivronnet est docteure en droit public. Elle est actuellement juriste assistante au Bureau du droit public, service de documentation des études et du rapport, SDER, à la Cour de cassation. Elle a récemment publié La BCE et la dette publique des États membres, dans Boudet JFR, et Le Ken Ross, C. Dire, Les administrations publiques à l'épreuve de leur dette, Paris, Mar et Martin 2019, pp 163 à 188, La réquisition en droit administratif français, JDA 2016 à 2019, CHR administrative, 2019, AR. 250 et 251, La sécurité sociale au prisme de la discipline budgétaire européenne, RDSS, numéro 2, mars-avril 2019, page 273 à 286 où le citoyen et le contrôle des comptes des agents publics, dans Boudet, JFR, et Cabane X. Dire, Finances publiques citoyennes, Paris, LGDJ, 2017, page 61-74. Camille Bérubé-Lepage est avocate et étudiante à la maîtrise de recherche à l'Université McGill, LL Monsieur. Son mémoire de maîtrise porte sur les précédents en droit international, plus précisément sur les décisions du nouvel organe d'arbitrage d'appel provisoire de l'Organisation mondiale du commerce. Camille Bérubé-Lepage est membre de la chaire L. Yves Fortier en arbitrage international et droit du commerce international, et de l'Institut Équité, Diversité, Inclusion et Intersectionnalité. Elle a récemment publié, avec Duclos C., Le comité consultatif comme outil de gouvernance des PME, un regard sur la qualification juridique et les obligations des conseillers,
Revue juridique Thémis, apparaître en 2021, avec Duclos C et Lachance, patron de PME, n'ayez pas peur des comités consultatifs. Revue Gestion HEC Montréal 2019, volume 44 à 1, page 104 à 107. Diogène Bideri est docteur en droit, PhD, de l'Université de Strasbourg, LLB en droit, Université de Strasbourg, LLM en droit européen et international, Université de Strasbourg, conseiller juridique principal à la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG, Kigali. Il a notamment publié Rwanda 1990 à 1993. Le massacre des Bagogwe. Un prélude au génocide des Tutsis, Paris L'Harmattan, Paris 2009, Rwanda 1994. La couleur d'un génocide, Paris L'Harmattan 2019. Le traitement judiciaire des crimes sexuels par les juridictions pénales internationales. Le cas du Rwanda. Apparaître, collection droit société politique, Afrique des Grands Lacs, L'Harmattan ou Félicien Kabuga. L'Adolphe Eichmann du génocide des Tutsis, apparaître. Jean-François Boudet est maître de conférence HDR, en droit public à l'Université de Paris, FR 75006 Centre Maurice Oriot. Pour la recherche en droit public EA 1515, associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, CERSA, CNRS, Université Paris 2 UMR 7106. Si ces travaux portent sur le droit public financier et les sciences administratives et financières, ses recherches et enseignements en Europe, en Océanie et en Afrique lui ouvrent des perspectives et réflexions comparatives dépassant les seules matières juridiques. Parmi d'autres, le système européen de comptabilité. Un enjeu de société, Paris LGDJ, Col. Système 2019, 170p. Les rites et usages funéraires, essai d'anthropologie juridique, DIR, Aix-Marseille PUAM, Col. Droits et religions, 2019, 295p. Les administrations publiques à l'épreuve de leurs dettes, DIR avec C. Lequen-Ross, Paris Marais-Martin, Col. Droit public, 2019, 330p. Les finances publiques citoyennes, DIR avec X. Cabane et avant-propos PM SLEC, Paris LGDJ, hors collection, 2017, 330p. Il a récemment publié une contribution intitulée L'état de consolidation, un discours d'État, dans discours administratif, droit S et transformation sociale. Gécoubi et WTAMZAMI, Paris, IRJS édition, Col. Les voies du droit, 2020, pages 73 à 90 et a rédigé un article avec EBEAUVIRONNET sur la géographie des finances publiques, pyramide, numéro 29 bis, 2020, pages 7 à 36. Vincent CATTOIRJONVILLE est agrégé des facultés de droit, professeur de droit public à l'Université de Lille, directeur du master droit public et du parcours droit et politique de défense et de sécurité nationale, ancien directeur des études de l'IHEDN Paris, directeur de l'Institut de l'environnement, de la construction et de l'urbanisme de Lille, ICEU, CRDP EA numéro 4487. Il enseigne spécialement, outre le droit de la défense et de la sécurité, le droit des libertés fondamentales et le droit de l'urbanisme. Auteur d'une thèse consacrée à la fonction militaire du chef de l'État en France de 1871 à nos jours, il a dirigé 2 ouvrages collectifs, Les différentes facettes du concept juridique de sécurité mélange en l'honneur du professeur Pierre-André Lecoq et Arma Sidon-Togué mélange en l'honneur du professeur Jacques Abin, a également publié 2 manuels, Droit administratif des biens de l'expropriation et des travaux publics, en collab. Avec Y. Lucher, Questions de philosophie du droit, ainsi qu'un manuel de TD de droit constitutionnel avec JFR. Boudet, Travaux dirigés de droit constitutionnel. Il est l'auteur de nombreux articles en droit des libertés fondamentales, en droit de la défense et de la sécurité, en droit administratif, en droit européen et en finances publiques. Dernière publication, André et l'Europe, RDL 2020. Éric accent aigu MERAUX et colonel TER, de la Gendarmerie nationale, diplômé de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, EOGN, et de l'Université d'Aix-Marseille où il a obtenu un Master 2, lutte contre la délinquance. Après une carrière dans l'armée de terre où, entre autres responsabilités, il a commandé une section de renseignement,
Le colonel Emoro a rejoint la gendarmerie nationale où il a occupé plusieurs postes de commandement avant de devenir commandant d'une section de recherche, 2004 à 2009, puis conseiller police judiciaire, du général commandant la région de gendarmerie Rhône-Alpes, 2009 à 2012. Dans ce cadre, il a participé à des équipes communes d'enquête ECE, mises en place entre la France et l'Espagne. Après 5 années, 2012 à 2017, comme attaché de sécurité intérieure, ASI, à l'ambassade de France à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, où il était chargé de la coopération policière et de questions relatives à l'entraide répressive dans des dossiers de criminalité organisée, le colonel Emoro a été nommé, depuis septembre 2017, chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'Humanité, les génocides et les crimes de guerre, OCLCH, une unité interministérielle d'enquête mandatée pour enquêter sur les crimes internationaux les plus graves et les crimes motivés par la haine. Retraité de la gendarmerie depuis le 1er août 2020, il est l'auteur de La traque est mon métier, édité chez Plomb le 3 septembre 2020 et de l'article « Spécificité des enquêtes sur les crimes internationaux », coécrit avec Nicolas Lecause, rédigé dans le cadre des 4e journées de la justice pénale internationale au profit du Centre Thucydide de l'Université Panthéon-Assas, Paris 2, L'Hirondelle et la Tortue. Édition Apedone. Verlaine ETAMESONE est doctorant en droit public à l'Université de Paris Centre Maurice Horiou pour la recherche en droit public, ex-Université Paris Descartes. Il est l'auteur d'une contribution « La mort est-elle seulement et uniquement saisie par le droit civil ?» Dans Boudet, JFR, dire « Les rites et usages funéraires, essai d'anthropologie juridique, PUAM, droit et religion, 2019, pages 79 à 93 et d'un article coécrit avec M. Sénac de MONSEMBERNARD intitulé « Le référé expertise en matière contractuelle, AJCT 2017, page 84. » Alain Gauthier est professeur de français à la retraite et ancien chef d'établissement. Il a créé en 2001 le collectif des parties civiles pour le Rwanda, CPCR, avec son épouse Dafrosa Mukarumongi et quelques amis. Cette association s'est donnée comme objectif de poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui vivent en France. Thomas Errand est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux. Après avoir soutenu une thèse sur l'entraide policière internationale, il a consacré ses travaux au droit pénal international et européen et au droit de la police. Il est l'auteur de plusieurs contributions sur la coopération pénale, l'emprise de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'entraide répressive internationale, RSC 2013 numéro 4, pp 735 à 758, la coopération policière à l'épreuve de la politique pénale européenne, APC 2019, pp 51 à 62, ainsi que sur le droit des infractions internationales, les actions en réparation de la victime d'une infraction internationale, RPDP 2018, numéro 3, pp 541 à 567, les politiques étrangers devant les juridictions pénales françaises, l'ex-base pénale décembre 2018, la Cour pénale internationale entre passé et avenir, AJPE accent aigu N 2018, pp 440 et S, et contribue à des chroniques régulières en droit pénal de l'Union européenne, à la revue pénitentiaire et de droit pénal, et en droit pénal international et européen, à la revue L'ex-base pénale. Il a organisé un colloque sur les 20 ans du statut de Rome, dont les actes vont paraître fin 2020 chez Pédone. Pierre Jouette est docteur en droit privé et sciences criminelles. Il a soutenu une thèse intitulée « La détermination des peines en droit international pénal ». Maître de conférences à la faculté de droit de Poitiers, il y enseigne le droit pénal interne mais également européen et international, domaine sur lequel portent précisément ses recherches. Aimé Muyobok, KALIMUNDA, est le président de la Cour d'appel du Rwanda. Il est également vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et vice-président du Rwanda Mediation Advisory Committee. Il est membre du International Criminal Justice Leadership Project, du Global Judicial Integrity Network et du Advisory Board of the Rwanda Law Journal. Il est aussi enseignant visiteur à la faculté de droit de l'Université du Rwanda et de l'Institut de pratique et développe du droit. Il fut aussi juge à la Cour suprême du Rwanda,
secrétaire de publicité de l'Association des juges et magistrats de l'Afrique de l'Est, conseiller de la vice-présidente de la Cour suprême, doyen de la faculté de droit à l'Université libre de Kigali et conseiller du ministre de la Santé. Il a récemment publié Gakaka and the Abunzi Cour, The Journey to Justice and Peace Consolidation in the Post-Génocide Rwanda, dans MBONYINKEBE, D, NGATWATH, dire Homegrown Solutions, A Legacy to Generations in Africa, Globetics.net Focus Series 2019. Nicolas Lecause est chef d'escadron, chef d'office en second de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, OCLCH. Yannick Lécuyer est maître de conférences HDR en droit public, collaborateur de la Fondation René Cassin. Il a publié récemment L'essentiel de la Convention européenne des droits de l'homme, Paris, Gualino, Col. Les Carrés 2019, 160p, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris Hachette, 2018, 2e édition, 160p, Le droit à des élections libres, Strasbourg, édition du Conseil de l'Europe, 2013, 139p. Camille Lefebvre est avocate en droit de l'immigration. Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international et transnational de l'Université Laval, LLB, LLM. Elle réalise présentement son doctorat à l'Université Laval, en cotutelle avec l'Université de l'Éden, au sujet de la criminalisation des migrants. Camille est membre de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, de la chaire de recherche du Canada sur l'immigration et la sécurité, et de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Elle a récemment publié, avec F. Lafontaine, Exclusion Clause in Canada, Prioritizing Practical Expediency, International Journal of Refugee Law à paraître en 2021, avec Catherine Savard 2018, The 47th Annual Conference of the Canadian Council on International Law, Navigating the Frontiers of International Law, Revue québécoise de droit international, 2018, volume 31, page 1, avec OL. JEANLEVESQUE, Le conflit du phoque, entre équité commerciale et moralité publique, regard critique, Journal étudiant des hautes études internationales 2016, volume 11, page 1, Review of Shiza Edouard, Rosemary Kimani Dupuis et Priscilla Brony dire, 2018, Living Beyond the Borders. Essai en Global Immigrants and Refugees, Études internationales 2019, volume 51, page 1. Élise Legal est avocat à la Cour, Paris, inscrite sur la liste des assistants conseils de la CPI. Elle est docteure en droit pénal international, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse intitulée La poursuite des crimes internationaux, réflexion sur l'opportunité des poursuites du procureur international, a été publiée au sein de la maison d'édition de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne dans la collection Bibliothèque André Tinck, 2016. Legal est également la fondatrice présidente de l'Association française pour la promotion de la compétence universelle, AFPCU. Paul Lance a été actif au sein du collectif des parties civiles de Belgique. Raphaël Morel est maître de conférences en droit public à l'Université de Bourgogne, CREDIMIEA 7532, et juge assesseur nommé par le Conseil d'État à la CNDA. Il a récemment publié un ouvrage de droit international économique, Paris, Bréal, Lexifac Droit 2020, et a dirigé avec Chaumette, A.L., les contre-annales du droit public. 66 erreurs que vous ne commettrez plus jamais, Paris, Henrik B. édition 2020. Benjamin Moulamba Mbouyi est professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale, rez-de-chaussée. Il a enseigné le droit international public à l'Université nationale du Rwanda. Il est actuellement doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de l'ULA, rez-de-chaussée. Il dirige la collection Notes de cours aux éditions de l'Harmattan, Paris, et est auteur de Refugees and International Law, Toronto Carswell, 1993. De droit international public, les sources, Paris l'Harmattan, Col. Notes de cours 2005. Le statut international des réfugiés, Goma, Université libre des pays des Grands Lacs, public. De la faculté de droit, 2005. Droit des traités internationaux, Paris l'Harmattan, Col. Géopolitique mondiale, 2005.
Dorine Nolot est une juriste française, spécialiste du droit international pénal. Elle est diplômée du LL Monsieur avancé de l'Université de Leiden aux Pays-Bas et de l'Université catholique de Lille où elle a suivi un Master 1 en droit international et européen. Après ses études, elle a travaillé pour les ONG Women's Initiative for Gender Justice et REDRESS en tant que stagiaire juridique. Dorine Nolot prépare actuellement le barreau de Paris. LINTOUZEAUMOUFLARD est maître de conférences en droit public à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du Centre de recherche droit et territoire, CRDT, et A3312, GIGRAL CNRS, membre du projet Mémolois, Institut des sciences sociales du politique, CNRS, INSCACHAN, Université Paris-Ouest. Ses recherches portent à titre principal sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l'environnement. Ancienne vice-doyenne, elle co-dirige actuellement le Master droit public carrière publique de la Faculté de droit et de sciences politiques de Reims. Elle enseigne le droit administratif, le droit de l'environnement et le droit du patrimoine culturel. Elle a récemment publié le label Patrimoine européen. Un label faussement consensuel? D'Amprier FETANCHUX PH, dire. Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, Presse universitaire de Rennes, 2020, pages 153 à 164. Mobilité et transition énergétique, de la voiture individuelle au déplacement doux, dans DUPERONO, dire. Les défis de la mobilité durable pour les territoires. Mar et Martin, Paris, 2020, pages 163 à 187. Le rôle du juge dans l'évolution du droit des parcs naturels régionaux. Revue juridique de l'environnement numéro 2 2018e, pages 263 à 274, la protection des monuments historiques. Le patrimoine immobilier, coécrit avec Armel VERIAT, Dalloz, hors-série Juris Édition, 2e édition, Paris, 2018, 287p, et la protection du patrimoine architectural contemporain. Recherche sur l'intérêt public et la propriété en droit de la culture, L'Harmattan, Paris, 2011, 407p. Damien van der Merch est avocat général à la Cour de cassation de Belgique, ancien juge d'instruction, professeur à l'Université de Louvain et à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Il est l'auteur de nombreuses publications en matière de droit pénal, de procédure pénale et de droit pénal international. On peut citer notamment les ouvrages suivants. Avec Moreau, T. Éléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2019, avec Bosley, H.E.D. Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruxelles-Paris, Bruylant et LGDJ, 2010, avec la collaboration de Schmitz, Monsieur, Comment devient-on génocidaire? Et si nous étions tous capables de massacrer nos voisins? Bruxelles édition. Grip, 2e édition 2019. Présentation des chapitres. Chapitre 1. Poursuivre en France les auteurs du génocide des Tutsis, un marathon judiciaire. Depuis 1994, de nombreuses personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis du Rwanda ont trouvé un accueil complaisant en France, voire une certaine protection. Beaucoup d'entre eux ont obtenu le statut de réfugiés politiques. Si la Cour de cassation n'avait pas refusé systématiquement de les extrader vers leur pays, le collectif des parties civiles pour le Rwanda, CPCR, qui est à l'origine de la plupart des plaintes, n'aurait pas eu à se lancer dans un véritable marathon judiciaire. Les juges du pôle crime contre l'humanité au TGI de Paris ont la lourde tâche d'instruire les dossiers en se rendant sur les lieux des crimes. De nombreuses affaires sont toujours à l'instruction. Près de 27 ans après le génocide, seuls 3 génocidaires ont été jugés et condamnés. Malheureusement, le temps joue en faveur des bourreaux. Chapitre 2. Le génocide des Tutsis, l'inertie française et la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis sa commission, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée plusieurs fois, directement ou indirectement, à connaître du génocide au Rwanda. Incidemment, l'attitude singulière de la France à l'égard de ses relations avec le Rwanda entre 1990 et 1994, des acteurs du génocide, a été discutée à Strasbourg sans que le contentieux européen ait vraiment à les surmonter. En effet, la logique de déni et les crispations lui faisant cortège se sont traduites par toute une série d'entraves,
entrave à la répression judiciaire comme à la recherche historique, contraire aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Chapitre 3 La poursuite du génocide rwandais par les juridictions françaises. Quête d'une cohérence à l'aune de l'arrêt du 30 octobre 2019, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. 25 années après s'être vue dotée de la compétence universelle, les juridictions répressives françaises, la Chambre criminelle en tête, ont marqué de leur empreinte le traitement judiciaire du génocide rwandais. Sur les 4 Rwandais poursuivis en France, 3 sont condamnés mais un, Venceslas Munyeshyaka, à la fois le premier mais également le dernier dans les poursuites françaises, bénéficie d'un non-lieu. Après de nombreux atermoiements, l'affaire trouve un dénouement avec l'arrêt du 30 octobre 2019 qui conduit à discuter la pertinence des solutions retenues et de la jurisprudence française. L'arrêt permet tout particulièrement d'éprouver le principe de compétence universelle, dont l'appréciation, marquée par la territorialité, tend à affirmer que seule la loi pénale française est applicable. La confrontation de ce dogme aux décisions des juridictions inférieures ou de la Chambre criminelle elle-même révèle des incohérences et une informité générale de la jurisprudence. Il en résulte tant une insécurité juridique pour les auteurs ou victimes, qu'une dégradation de la charge symbolique du procès pénal fondé sur la compétence universelle. Chapitre 4 Les QPC relatives au génocide des Tutsis au Rwanda. Le génocide des Tutsis présente la particularité de s'être introduit dans le débat constitutionnel interne, se trouvant incidemment à L', origine de 2 questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, tranchées par le Conseil constitutionnel par décision numéro 2015 à 492 QPC du 16 octobre 2015 et numéro 2017 à 655 QPC du 15 septembre 2017. Outre le contexte historique qui les a incidemment influencés, ces 2 décisions a priori distinctes au regard des dispositions législatives contestées et des principes constitutionnels invoqués, partagent une singularité commune liée à la nature des questions de droit qu'elles ont permis de soulever devant le Conseil constitutionnel. À différents niveaux, l'une et l'autre ont contribué à une modification du droit positif alors même qu'elles puisaient indirectement leur origine dans les actes de génocide commis plus de 20 ans plus tôt au Rwanda, soit à plus 6000 km de la rue de Montpensier. Chapitre 5 L'accès aux archives présidentielles. En consacrant une solution pragmatique destinée à inciter les hommes politiques à verser leurs archives, le législateur a instauré, en parallèle du régime général des archives publiques, un régime dérogatoire pour les archives émanant des présidents de la République, Premier ministre et membres du gouvernement. Le pouvoir de contrôle de ces derniers sur des archives pourtant publiques est, en vertu d'une jurisprudence récente, contrebalancée par l'accentuation du contrôle du juge sur les refus d'accès anticipé à ces documents. Un rééquilibrage entre le secret et la liberté d'expression est ainsi opéré. Chapitre 6 La responsabilité pénale du chef de l'État en France et à accent grave l'étranger, à la lumière du génocide rwandais. La coutume internationale, malgré la création de la Cour pénale internationale qui est en partie une résultante de la crise rwandaise, a révélé que les juridictions françaises comme étrangères demeurent extrêmement réticentes à reconnaître la responsabilité pénale internationale des chefs d'État. Mais l'affaire Hissène Habré a montré que des évolutions étaient possibles dans le sens d'une réelle mise en jeu de cette responsabilité pénale, au moins lorsqu'il s'agit d'ex-chefs d'État. Chapitre 7 La compétence universelle en France, entre avancées législatives et recherche d'équilibre dans les procès d'assises. Ce n'est que plus de 10 ans après l'adoption du statut de Rome que la France a doté ses juridictions d'une compétence universelle pour connaître des crimes les plus graves tels le génocide, les crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et contribuer ainsi à un système de répression universelle de ceux-ci fondé sur le principe de complémentarité des juridictions nationales, étrangères et internationales. Malgré la suppression progressive de certains verrous législatifs qui conditionnent son application, la compétence universelle à la française reste strictement encadrée. À ce jour, sa mise en œuvre s'est en pratique caractérisée par la création d'organes d'enquête et de poursuite spécialisés, ainsi que par une forte implication des parties civiles, ayant parfois conduit, si ce n'est à un déséquilibre du procès, à une apparence de déséquilibre qui menace in fine l'exercice effectif des droits de la défense et qui appelle donc certaines réformes procédurales.
Chapitre 8 – Les spécificités de l'enquête pénale sur les crimes de génocide commis au Rwanda. En général, les enquêtes sur les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes et délits de guerre et le crime de torture se caractérisent par des spécificités visibles. L'éloignement de la scène de crime et de la date à laquelle l'infraction a été commise, la possible absence de coopération de l'État du lieu de commission des faits et l'éparpillement d'éventuels témoins entre plusieurs territoires sont autant d'exemples de défis qu'il faut relever. Par ailleurs, l'évolution de l'enquêteur dans un environnement où la coopération européenne et internationale est habituelle et caractérisée par une multitude d'acteurs, publics ou non, rend ces enquêtes tout à fait particulières. S'agissant du Rwanda, la France n'extrade pas les suspects de génocide en raison du principe de non-rétroactivité, c'est-à-dire l'absence en 1994, date des faits, de l'incrimination de génocide dans le code pénal rwandais. Il revient donc à la France de juger les présumés génocidaires, ayant été interpellés sur le sol français. Cette enquête est conduite par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et le pôle crimes contre l'humanité du Parquet national antiterroriste. Elle obéit à des règles de procédure pénale qui les encadrent et un contexte tout à fait particulier qui la caractérise qui seront analysés dans l'article. Mais, même si les enquêtes sur les crimes internationaux les plus graves ont déjà débouché en France sur plusieurs succès judiciaires, il n'en demeure pas moins que la lutte contre l'impunité de ces grands criminels réclame des moyens et une visibilité accrue. En effet, une répression efficace des auteurs de crimes internationaux les plus graves présents sur le territoire français par les juridictions françaises nécessite une mobilisation du législateur et des pouvoirs publics et l'octroi de moyens procéduraux, matériels et humains à la hauteur de cet enjeu de civilisation. Or à ce stade, le compte n'y est pas, loin s'en faut. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la protection du territoire français contre des individus qui cherchent à échapper à leurs responsabilités pénales et qui présentent un réel danger pour la sécurité nationale et internationale, d'une part, et d'autre part, la réparation due aux victimes de crimes atroces qui défient l'imagination, sont à ce prix. Toutefois, et contrairement à certains calculs erronés, il s'agit d'un prix raisonnable et qui est sans commune mesure avec l'ampleur des coûts humains, financiers et autres engendrés par l'impunité des plus grands criminels. Chapitre 9 – Les droits des survivants du génocide rwandais à l'épreuve de la justice française. L'article propose un état des lieux des droits des survivants du génocide rwandais, dans le cadre des procédures de compétence universelle en France. Il y expose les origines et développements des affaires rwandaises, dans le contexte de la compétence universelle. Il explore en particulier les droits des survivants à l'information et à la réparation. Les auteurs soulignent les lenteurs et les insuffisances en pratique de la mise en œuvre des droits des victimes. Elles en tirent des leçons sur les droits des survivants dans les procédures de compétence universelle, de manière plus générale. Chapitre 10 – Le contentieux de l'extradition dans les relations FRANCORWANDAISES, esquisse d'une politique jurisprudentielle singulière. L'hypothèse de l'emprise du pouvoir politique sur le contentieux relatif au génocide rwandais est régulièrement avancée. Le contentieux extraditionnel, peut-être plus qu'un autre en raison de sa forte empreinte politique, pourrait en être l'un des exemples les plus éclatants. La contribution explore cette idée en procédant à une analyse comparée entre les décisions relatives aux demandes d'extradition émises par les autorités rwandaises d'un côté, et celles portant sur, d'une part, les demandes de remise par les juridictions pénales internationales relativement au génocide rwandais et d'autre part, les demandes d'extradition adressées par d'autres États pour des situations similaires d'un autre côté. Il en ressort que le contrôle juridictionnel des demandes d'extradition rwandaises est tout à fait particulier. Or, si cette singularité peut s'expliquer à certains égards, les éléments de justification manquent de convaincre à d'autres égards. Chapitre 11 – L'écho des décisions du TPIR devant le juge français de l'asile et de l'immigration. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé en vue de poursuivre et condamner les personnes ayant été impliquées dans le génocide du Rwanda. Ces personnes se sont exilées dans plusieurs pays après le génocide, parmi lesquels la France, parfois qualifiée de terre d'accueil des génocidaires rwandais. Toutefois,
Les décisions du TPIR rendues à l'égard de ces personnes ont-elles des incidences sur l'instruction de leur demande d'asile? Le juge administratif français de l'asile en général, et le Conseil d'État en particulier, y apportent une réponse en demi-teinte. Si les décisions de condamnation ont une incidence indéniable sur le sens des décisions relatives aux demandes d'asile, force est de constater que les décisions de condamnation prononcées par le TPIR ne privent pas le juge national de son autonomie dans l'instruction des demandes portées devant lui. Chapitre 12 Agathe Kanziga et le droit français des étrangers. Retour sur une saga contentieuse. Agathe Kanziga, veuve du défunt président Juvénal Habyarimana, a été à l'origine d'une formidable épopée contentieuse devant les autorités françaises. Réclamant d'abord l'asile sur le fondement de la Convention de Genève, le statut de réfugié lui est refusé par toutes les administrations et juridictions sollicitées. Son cas fut d'ailleurs à l'origine d'une jurisprudence constante sur l'exclusion. Ultimement déboutée de l'asile, la requérante tenta, dès lors qu'elle résidait en France depuis plus de 10 ans, d'obtenir un autre titre de séjour. Plus discuté, les contentieux qui conduisirent in fine au rejet de sa requête ont permis au juge administratif français de préciser certains aspects du droit du séjour des étrangers, à l'instar de l'ordre public moral. Malgré les rumeurs relatives à une saisine de la CEDH, il semble aujourd'hui que la saga Kanziga soit achevée, à tout le moins devant le juge administratif. Chapitre 13 Aperçu des poursuites judiciaires menées en Belgique. Le législateur belge a édicté en 1993 une législation en matière de crimes de guerre destinée notamment à mettre son droit interne en concordance avec les obligations qu'il avait contractées par la ratification des conventions de Genève du 12 août 1949 et les 2 protocoles additionnels à ces conventions. Ce faisant, la Belgique est allée au-delà de ses obligations internationales en prévoyant des incriminations originales et des règles de compétence plus larges. La loi du 16 juin 1993 trouva à s'appliquer fort rapidement à la suite des événements dramatiques qui se sont déroulés au Rwanda entre avril et juillet 1994. À ce jour, les dossiers d'instruction ouverts à Bruxelles ont débouché sur 5 procès menés devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, que nous nous proposons de détailler ci-après. Chapitre 14 Le Canada et le traitement des génocidaires rwandais. Dans sa lutte contre l'impunité, le Canada s'est doté d'importants outils pour punir les criminels de guerre sur son territoire, notamment en utilisant les procédures d'extradition et les poursuites pénales. Le pays a d'ailleurs mis en œuvre certains de ces mécanismes dans le cadre du conflit rwandais, dès l'arrivée de plusieurs responsables génocidaires dans les années 1990. Toutefois, après quelques tentatives de poursuite, force est d'admettre que le Canada se concentre dorénavant sur un moyen plus facile pour renvoyer les présumés criminels hors du pays, en priorisant les mécanismes administratifs. Chapitre 15 L'application de la clause d'exclusion des génocidaires rwandais du statut, au regard du droit international des réfugiés en République démocratique du Congo. Les pratiques régionales pouvant conduire un État à octroyer l'asile et le statut de réfugié varient grandement, au point de vue du droit, d'une région à l'autre du globe. Les normes internationales concernant la protection des réfugiés ou des demandeurs d'asile découlent, on le sait, de sources du droit international public, les conventions internationales, la coutume internationale et les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Au regard du droit international des réfugiés, la protection ne peut pas être accordée à un criminel car elle ne se justifie pas. Un État ne doit pas reconnaître le statut de réfugié au demandeur d'asile, qui a des armes dans ses mains au motif qu'il fuit la guerre. Son maintien sur le territoire voisin peut aussi tôt ou tard devenir un casus belli dans les relations interétatiques. Chapitre 16 Le traitement judiciaire du génocide au Rwanda devant les chambres spécialisées. Ce chapitre examine la manière dont le contentieux du génocide a été organisé au Rwanda, sur le fondement de la loi organique du 30 août 1996. L'analyse se base essentiellement sur la pratique des chambres spécialisées. Le chapitre examine comment les différentes chambres ont interprété la loi organique et leur contribution à la construction d'une jurisprudence homogène. En perspective des chambres spécialisées,
Le chapitre s'interroge également sur les développements importants du point de vue du droit matériel et procédural. Le travail des chambres spécialisées a permis de poursuivre des suspects de génocide dans un cadre juridique en construction, de dégager des règles de procédure et des règles substantielles qui ont contribué au développement du droit national rwandais. Avertissement, génocide rwandais. Rassemblant des auteurs de différents horizons géographiques, intellectuels et juridiques, cet ouvrage collectif montre à quel point le terme génocide rwandais semble communément usité. Nous avons choisi de maintenir le choix sémantique des auteurs, eu égard surtout à l'usage répété de ces termes dans l'ensemble des littératures sur le sujet, et pour mieux le regretter. Une mise au point nous paraît nécessaire. L'anomalie de cette terminologie paraît pourtant flagrante. Évoque-t-on le génocide allemand, ou le génocide polonais, sous prétexte que la plupart des victimes de la Shoah sont de nationalité allemande ou polonaise ? Cette pudeur à évoquer les victimes par le nom de leur groupe pourrait se justifier par la volonté de ne pas stigmatiser à nouveau les survivants. Cette rhétorique doit être totalement repoussée car elle peut aussi être utilisée dans une démarche négationniste, aboutissant in fine à la thèse du double génocide. Pour éviter toute ambiguïté, la logique est de désigner le groupe des victimes par son nom ou à la rigueur et par excès de pudeur, par le terme génocide au Rwanda, le singulier de génocide renvoyant implicitement au groupe Tutsi. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 20 avril 1994 dans sa résolution ARES 74-273, comme dénomination officielle, génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La République du Rwanda met en avant la dénomination « génocide perpétré contre les Tutsis ». JFB et place. À ma belle famille, assassinée pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. À mes arrière-beaux-parents, Gilina, 1934 à 1994, et Élisée, 1921 à 1994, Thérèse, décédée en 1994, et Apollinaire, décédé en 1994. À mes beaux-parents, Adèle, 1952 à 1994, et André, 1950 à 1994. À ma belle-sœur et beau-frère. Longin, 1983 à 1994. Pacifique, 1981 à 1994. Richard, 1986 à 1994. Alvera, 1991 à 1994. À ma famille. À mon épouse Sophie Oumouer, 1979, et notre fils Blaise Inedza, 2013. Et à mes belles-sœurs, à Immaculée 1976 et à son époux Olivier Chelsea 2004, Mimosa 2006 et Livia 2009. À Régine, 1988. Introduction générale. Rwanda défait au droit, justice sans force ou force en justice ? Jean-François Boudet, en collaboration avec Paul Lance. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannie. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Pensée de Pascal, précédée de sa vie par Madame Perrier, sa sœur, suivie d'un choix de pensée de Nicole et de son traité de la paix avec les hommes. Paris, librairie de Firmin, Didot Frères, Fils et compagnie, imprimerie de l'Institut, 1863. Première partie, article 9, Pensée morale détachée, X, page 93. L'homme a un devoir de vérité, à l'égard de lui-même mais aussi à l'égard des autres. Les relations entre la France et le Rwanda sont liées au moins depuis la décolonisation par des accords militaires et par des conceptions et visées doctrinaires de la France-Afrique,
alors même que le pays des Mille Collines avait été confié à un mandat de la Société des Nations au Royaume de Belgique après le premier conflit mondial, et ce jusqu'à son indépendance le 1er juillet 1962. Beaucoup a déjà été dit, écrit, expliqué, décrié ou justifié selon des factures historiques, émotionnelles, académiques ou journalistiques plus ou moins honnêtes. L'histoire s'imposera et la justice triomphera. Le paroxysme de cette relation, et l'aveuglement romantique des différents lieux de pouvoir, conduira inévitablement à garantir jusque dans les années 90 une stabilité politique et une prospérité économique de façade dans une région des Grands Lacs africains soumis aux tensions tectoniques des grandes puissances politiques et économiques avides des riches ressources naturelles du Congo-Zaïre. Il prendra une autre forme, beaucoup plus dramatique et honteuse, dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda un dimanche de Pâques en fin de journée. Ce 6 avril 1994 à 20h27, l'avion personnel du président rwandais Juvenal Habyarimana, un Falcon 50 immatriculé 9XRNN, immatriculation française, offert par la France et piloté par un équipage français, est touché par un des deux missiles tirés depuis le camp militaire de Kanombe ou depuis la colline de Masaka, selon les versions les plus communément acceptées et s'écrase en phase d'atterrissage non loin de Aéroport national du Rwanda, en partie sur le terrain de la résidence présidentielle. Accompagné par le président burundais Cyprien Ntaryamira, le président rwandais revient en effet d'une rencontre régionale à Dar es Salaam en Tanzanie, où il a accepté de mettre en place les institutions de transition prévues par les accords d'Arusha qui ont mis un terme à la guerre civile rwandaise en 1993. Plus exactement, l'avion présidentiel rwandais transportait 12 personnes, 6 Rwandais, 3 Burundais et 3 membres d'équipage français. Plus précisément, les passagers comprenaient les personnalités politiques majeures du Burundi et du Rwanda étaient, outre les deux présidents de la République, le ministre burundais des Affaires publiques, le ministre burundais de la Communication, le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le major et responsable de la maison militaire du président rwandais, le chef du cabinet militaire du président rwandais, le conseiller pour les affaires étrangères du président rwandais et le médecin personnel du président rwandais, ainsi que les membres de l'équipage, le pilote, le copilote, le mécanicien navigant. Il n'y a eu aucun survivant. Le génocide des Tutsis au Rwanda peut commencer, et ce jusqu'au 17 juillet 1994. L'ONU estime officiellement que plus de 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Cette date du 6 avril 1994 est cependant discutée comme événement déclencheur d'un génocide, car si des massacres des Tutsis ont réellement eu lieu le soir même, un accident d'un avion présidentiel n'inaugure pas automatiquement un génocide. Aussi, les tensions étaient déjà paroxysmiques depuis janvier 1994, la situation ayant même parfois été comparée à un baril de poudre prêt à exploser à la moindre étincelle. Accorder une importance excessive à l'attentat sur l'avion présidentiel, avec une connotation de minimisation des responsabilités directes des auteurs du génocide relèverait alors d'une approche crypto-raciste, dans la mesure où de nombreux assassinats de dirigeants ont eu lieu hors Afrique, sans que cela mène à une quelconque justification d'atrocités commises contre une partie de la population. L'annonce du crash présidentiel a plus exactement permis à des milices extrémistes Hutus à se livrer sans concession à des représailles sanglantes, exterminant des centaines de milliers de Tutsis et de Hutus modérés et parmi eux, au matin du 7 avril, la première ministre du pays Agathe Uwilingiyimana, une Hutu modérée, son époux, employé des Nations Unies et 10 des 15 casques bleus, ceux de nationalité belge, envoyés par le général Roméo Dallaire, responsable de la MINUAR pour assurer sa protection. D'autres responsables modérés, favorables aux accords d'Arusha, sont également assassinés le même matin. Tels sont les cas parmi d'autres de Joseph Kavaruganda, président de la Cour constitutionnelle, de Félicien Ngango, vice-président du PSD et de Landoal Ndashingwa, président du Parti libéral et ministre du Travail, tous deux candidats à la présidence de l'Assemblée de transition, étant aussi rappelé que ce dernier est Tutsi et a été tué avec son épouse et ses enfants de nationalité canadienne. C'est donc tout le processus de transition constitutionnelle qui est mis en déroute et qui permet par là même et plus encore par le biais des ondes de la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLMC,
créé par des proches du président Habyarimana en avril 1993 et dont le financement est assuré par Félicien Kabuga lui-même arrêté en France en mai 2020, de répandre la rumeur, le chaos, la mort. Sans aucun équivalent pour d'autres génocides, la RTLM diffuse des listes de personnes à exécuter le 6 avril dès 21h, laissant penser que la radio a bien été un instrument de la planification du génocide et tandis que des tueries commencèrent la nuit même ou dans la journée du 7 avril au nord de Ruhengeri, au nord-ouest à Gisenyi, à l'ouest à Kibuye, au sud-ouest à Gikongoro et Siangugu, au sud dans le Bugesera ou à l'est à Kibungo. Peu importe en définitive la qualification à donner à ces exhortations meurtrières à ce stade, car le bataillon de l'armée patriotique rwandaise APR, bras armé du Front patriotique rwandais FPR, dirigé depuis 1990 par Paul Kagame et cantonné au Conseil national de développement CND à Kigali dans le cadre des accords d'Arusha est bombardé dès le 7 avril au matin par la garde présidentielle. Ce corps, créé au lendemain du coup d'État du 5 juillet 1973 qui renversa le président Grégoire Kayibanda et qui porta au pouvoir le général Juvénal Habyarimana, avait pourtant une mission claire: assurer la sécurité du chef de l'État mort, celle de ses proches et de ses hôtes de marque, aucun puisque le pays était en guerre, et celle de sa famille, reconnue par un diminutif péjoratif Akazu à partir de 1991 et dont elle apostrophe. Implication dans le génocide est fortement discutée. La réaction du FPR fut relativement rapide puisque ses plus hauts commandements entamèrent une offensive générale sur l'ensemble du pays dans l'après-midi du 7 avril. Mais il est certain que les passagers de l'avion présidentiel abattu le 6 avril 1994 ne peuvent pas être considérés par d'aucuns comme les premiers martyrs d'un quelconque génocide rwandais, d'une guerre civile, de massacres interethniques, de génocide spontané, de génocide improvisé, ou de génocide prémédité au Rwanda comme le laisseraient penser certaines manifestations commémoratives à Bruxelles, à Paris, à Butar ou ailleurs. Il est en effet incontestable que ce qui s'est passé au Rwanda contre les Tutsis après l'attentat présidentiel du 6 avril et la déclaration du FPR, victorieux, relative à la mise en place des institutions du 17 juillet 1994, relève de la définition conventionnelle du génocide au-delà du contexte de guerre. L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide CPRCG dispose à cet effet: dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. E. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 8. Et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, mis en place entre le 8 novembre 1994 et le 31 décembre 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de juger les personnes responsables d'actes de génocide des Tutsis au Rwanda, et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur le territoire des États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 a pu clairement juger. 31. La Chambre d'appel considère également que rien n'autorise à contester l'exactitude du dernier volet du deuxième fait, qui est ainsi libellé. Au cours des attaques perpétrées en 1994, des citoyens rwandais ont tué des personnes considérées comme des Tutsis ou porté gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Ces attaques ont entraîné la mort d'un grand nombre de personnes appartenant à l'ethnie Tutsi. Ce volet cadre non seulement avec chacun des jugements et des arrêts rendus par le tribunal, mais aussi avec les récits historiques presque tous concordants qu'on trouve dans des sources telles que les encyclopédies et les livres d'histoire. Le génocide est de notoriété publique. TPIR, AFF numéro ICTR 98 44 AR 73 C, 16 juin 2006. Le procureur C. Edward Karemera, Mathieu Ngirumpatz, Joseph Nzirora. Entreprise générée, orchestrée et organisée par les pouvoirs institués,
Le génocide des Tutsis au Rwanda s'inscrit historiquement dans un projet latent depuis plusieurs décennies, à travers plusieurs phases de massacres de masse, de cycles de totale impunité, 1959, 1962 à 1963, 1973, 1990, et d'aveuglements régionaux et internationaux. Nul besoin de rappeler l'intention du pouvoir Hutu en place puisque la preuve de cette intention découle d'éléments probants, facilement vérifiables et indiscutables, préalables et préparatoires tirés de la polémologie rwandaise. La doctrine politique projetant la création d'un État racialement, ethniquement ou confessionnellement homogène, la diffamation du groupe visé, le recensement, la discrimination, la ségrégation des membres du groupe, leur spoliation économique ou leur exclusion sociale, leur émigration forcée, le caractère à la fois sélectif et massif ou répété des actes de destruction commis en fonction de l'identité des victimes. D'une durée de 100 jours, le génocide des Tutsis au Rwanda fut alors le plus rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Il s'est aussi construit dans un processus historique complexe entre d'un côté une réalité de la population du Rwanda, et de l'autre la façon dont les colonisateurs et les divers Rwandais ont perçu et expliqué la construction génocidaire. Dans cette histoire du Rwanda se sont greffés des avantages politiques successifs que ces divers acteurs ont cru pouvoir tirer de ces discriminations entre trois populations vivant socialement et économiquement sur un même territoire et partageant une même langue, le Kinyarwanda, et une même culture. Suivant en cela le projet d'exploitation du Rwanda entrepris par le colonisateur allemand avant 1923, l'administration coloniale belge institutionnalise cette différenciation en 1931 par la mise en place d'un document d'identité ethnique indiquant le groupe auquel appartient le Rwandais. Tutsi, Hutu ou Twa, alors même que l'Europe voit monter à la même époque le péril nazi sur son continent en spectateur renversé. Ce document d'identité ethnique servira évidemment à justifier entre autres les massacres des Tutsis aux barrières sans compter les théories racistes aussi stupides qu'absconses sur l'évolutionnisme au Rwanda, et le partage du territoire entre ethnies catégorisées et imagées. Entretenus, ces discours crypto-racistes nous conduiraient naturellement à admettre alors que tout le monde est responsable sans être coupable et est fautif de manière inavouable devant l'humanité, mais en refusant toute responsabilité juridique et juridictionnelle réparatrice, punitive, et ou pénale des gouvernants et de leurs agents. Le cas de la France est en ce sens symptomatique de cet état, notamment à l'encontre de ressortissants rwandais soupçonnés d'avoir pris part au génocide des Tutsis au Rwanda. Si une première tentative d'explication peut s'entendre à partir de l'engagement militaire et diplomatique pris par ce pays en faveur du régime d'Habyarimana, avant le 6 avril 1994, un second éclaircissement laissant dire que la France vit sa deuxième guerre d'Algérie avec le Rwanda doit aussi se poursuivre à travers le juridisme et l'aveuglement plus ou moins volontaire des autorités françaises jusqu'au 17 juillet 1994 et depuis lors. Parmi d'autres, on notera la constitution du gouvernement génocidaire à l'ambassade de France à Kigali en avril 1994, la provocation de l'opération turquoise aux Nations Unies à compter du 22 juin 1994, la présence de militaires et de nationaux français au Rwanda entre avril et juillet 1994, le rôle ambigu et à l'apostrophe. Abandon de milliers de Tutsis sur la colline de Bisesero entre le 26 et le 30 juin 1994, des livraisons d'armes aux phares pendant et après le génocide au Zaïre voisin, l'accueil de nombreux extrémistes Hutus en France à partir d'avril 1994 sous couvert du droit humanitaire. Un travail d'introspection doit se faire, et peut-être que l'accès aux archives présidentielles permettra d'avancer en ce sens au même titre, même symbolique, de l'inscription à la date du 7 avril en France de la commémoration annuelle du génocide des Tutsis. Quoi qu'il en soit, la question judiciaire est quant à elle demeurée tributaire pendant longtemps des relations diplomatiques orageuses entre les deux pays. Aussi, si les premières plaintes datent du début des années 1995, il a fallu attendre en 2012 la création d'un pôle spécialisé, crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre, du parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et en 2013 la création de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, OCLCH, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire SDPJ, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, DGGN,
pour voir aboutir l'instruction de dossiers rwandais qui représentent aujourd'hui l'essentiel du contentieux relatif aux crimes contre l'humanité traités en France. Un marathon judiciaire peut dès lors commencer, avant que bourreaux et rescapés ne meurent dans l'oubli. Établir un bilan serait totalement hasardeux dès lors que seuls 3 génocidaires, Pascal Simbikangwa, Tito Baraira et Octavien Ngenzi XVI, ont été jugés et condamnés en France près de 27 années après le génocide des Tutsis au Rwanda, alors que de nombreuses instances sont toujours à l'instruction et sans que la responsabilité de la France et de ses dirigeants puisse être discutée tant à l'égard du génocide lui-même que de la politique d'asile mise en place à l'époque elle-même. Cette épreuve judiciaire peut paraître bien longue, tant elle enjambe vérité judiciaire, politique et historique qu'il conviendrait d'équilibrer dans un contexte qui est celui de l'éloignement géographique, affectif et mémoriel du génocide des Tutsis au Rwanda. Ainsi, sans un éclairage sur la place des barrières dans le dispositif des tueries, sans une description du rôle essentiel des distributions d'armes à feu, loin du cliché d'un génocide à la machette, sans le décryptage des chaînes de commandement qui n'épousent pas toujours les hiérarchies officielles, impossible est de rendre compte des agissements individuels et de rendre compte de la responsabilité de chacun. Autrement dit, si les faits reprochés aux accusés ne prennent sens que dans une histoire générale, ce marathon judiciaire exige un engagement total qui favorise certainement les bourreaux génocidaires au détriment des rescapés survivants. Le travail des juges est alors rendu difficile, délicat, ardu, sans véritable moyen à la mesure d'une enquête judiciaire complexe et du droit à réparation pour les rescapés. Faut-il alors plus modestement interroger le traitement juridictionnel de ce contentieux si douloureux dès lors que, au nom du peuple français, des décisions de justice sont aujourd'hui discutées, jugées devant le prétoire de la justice administrative, constitutionnelle ou judiciaire de ce pays sous couvercle de la période génocidaire. Embusqué dans de telles contingences, stigmates et empreintes, ce traitement juridictionnel n'est pas satisfaisant et traduit toute une série d'entraves à la répression judiciaire comme à la recherche historique, contraire aux principes même du droit et de l'état de droit. Ce déséquilibre se retrouve plus exactement dans l'appréhension juridictionnelle qui est faite de questions aussi fondamentales que celles de la compétence des juges et de l'autorité de la chose jugée, des droits au procès, à la légalité des délits et peines et de la présomption d'innocence, à l'asile et à l'extradition, voire plus simplement de l'accessibilité à la loi. Substantiellement, ce déséquilibre intéresse aussi l'accès aux archives et plus globalement le droit à l'information et à la liberté d'expression, le droit des victimes et le droit à réparation, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ou le droit à une vie privée et familiale. Ces dossiers judiciaires sont dès lors teintés d'histoires aussi extravagantes, maculées qu'injustifiées devant l'horreur humaine pour laisser place à une absence d'unité, une incohérence et une informité jurisprudentielle. Ce constat n'est pas propre à la France mais les raisons sont différentes par ailleurs. Autant le Rwanda esquisse sa politique pénale et son droit à partir de son histoire la plus récente, autant la justice française avait les moyens et les outils pour réagir plus posément au regard de sa propre histoire depuis au moins le second conflit mondial et les procès liés à la période de l'épuration et plus encore les affaires Barbie, Touvier, Papon ou plus récemment avec les procès relatifs aux attentats de Charlie Hebdo. Fortement médiatisé, le procès en première instance du génocidaire Pascal Simbikangwa a laissé place à une forme d'indifférence générale par la suite de telle sorte que extradition de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda après son arrestation le 16 mai 2020 en France, au mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, MTPI, à Arusha, a été davantage entendu comme un signe de réchauffement diplomatique entre la France et le Rwanda plutôt que d'une réelle avancée de la justice pénale internationale. Bien plus que des discours juridiques ou des langages de droit, ces dossiers judiciaires éclairent plus encore le sens, la manière et les moyens que la République française met en œuvre pour écrire son propre récit politique et historique. Résilient, cet ouvrage collectif tente alors à prévenir. Sans sursaut, la justice deviendrait, sinon un mot en l'air, en tout cas quelque chose qui, face à la force physique, ne ferait jamais le poids. Spirituel, Blaise Pascal le savait bien. Bibliographie sélective et non exhaustive, sur le rôle de la France au Rwanda, 1994 à 2020. 1994. Crop P, le génocide franco-africain.
Faut-il juger François Mitterrand, Paris, édition. JC. Lattès. Verschaff FRX, complicité de génocide? La politique de la France au Rwanda, Paris, la découverte. 1996. Agir ici et survie. Dossier noir de la politique africaine de la France, l'Harmattan, Col. Les dossiers noirs. Védrine, H. Les mondes de François Mitterrand. À l'Élysée, 1981 à 1995, Paris, édition. Fayard. 1997. Bas Monsieur, Rwanda, un génocide français, Paris, l'esprit frappeur. 1998. Assemblée nationale. Rapport numéro 1271 de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda, Paris, Assemblée nationale. Favier P. et Martinroland Monsieur. La décennie Mitterrand, tome 4, édition du Seuil, Col. L'épreuve des faits. RE accent aigu D. Point 2001. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.